Le bruit d'une assiette en porcelaine à 300 € se brisant sur un sol en marbre est un son que personne n'oublie. Mais le bruit de 150 grammes de caviar au siètre et de crème fraîche glissant sur le simple uniforme d'une serveuse, c'est un son qui arrête le temps. Dans le restaurant le plus exclusif de Paris, un endroit où les milliardaires murmurent des accords autour de consommer à leur liquide, un seul acte d'humiliation publique est sur le point de déclencher une tempête. La femme qui a jeté la nourriture est Sophie Valois, une critique qui peut anéantir une carrière d'un seul mot. La femme qui l'a reçue est Amélie, une serveuse discrète. Mais Amélie a un secret, et ce secret est sur le point de coûter à Sophie Valois tout ce qu'elle possède et tout ce qu'elle possédera jamais. Céleste n'était pas seulement un restaurant. C'était une déclaration. Perché au 70e étage au-dessus de l'avenue Montaigne, c'était un univers de marbre poli, de baies vitrées allant du sol au plafond et d'un éclairage indirect doux qui donnait à chaque client l'allure d'une star de cinéma. Obtenir une réservation nécessitait 6 mois d'attente ou une ligne directe avec son énigmatique propriétaire, le milliardaire reclus de la tech, Gaspard Lebrun. Le personnel se déplaçait avec la précision chorégraphiée et silencieuse d'un ballet. C'étaient les meilleurs des meilleurs, grassement payés pour être invisibles, intuitifs et impeccables. Dans ce monde de perfection était entrée Amélie 3 semaines plus tôt. Pour le reste du personnel, Amélie, ou comme on l'appelait dans son autre vie, Amélie Elbrun, était une énigme. Elle avait la mi-trentaine, des yeux noisettes intelligents et une prestance tranquille qui semblait déplacée pour une femme apprenant à peine le système de numérotation des tables. Pour être franc, elle était trop douée. Surveille-la, avait sifflé Marc, le directeur de salle, à sa capitaine de rang, Clara, le premier jour d'Amélie. C'est une taupe, une critique peut-être, ou pire, une espionne de chez Perséphone. Mais Amélie se contentait de travailler. Elle apprenait les règles non écrites plus vite que n'importe quel stagiaire que Marc ait jamais vu. Elle savait sans qu'on le lui dise qu'elles habitués préféraient leur au sang glaçon, et elle pouvait décrire le profil de saveur complexe du rouge et barbet à la meunière revisitée avec l'aisance d'un chef formé au cordon bleu, ce qu'elle était, bien sûr. Ce mardi particulier était électrique de tension. Marc arpentait le vestibule, le visage pâle. « Elle est là. Table 12, dans 5 minutes », annonça-t-il à la brigade de cuisine silencieuse. Le « elle » n'avait pas besoin d'être identifié. Sophie Valois. Sophie n'était pas seulement une critique gastronomique pour le monde. C'était une mondaine acerbe, et plus tristement célèbre encore, le spectre du snobisme. Ses critiques n'étaient pas de simples analyses. C'étaient des exécutions. Elle avait un jour fait fermer un bistrot italien, adoré parce qu'elle trouvait le parfum du serveur olfactivement offensant. Elle était, en un mot, une terreur, et elle était assise dans la section d'Amélie. « Amélie », dit Marc, la prenant à part, sa voix une vibration basse et désespérée. « Écoute-moi bien. Ne parle que si on t'adresse la parole. Ne fais aucune recommandation. Ne souris pas. Elle déteste ça. Sois juste un fantôme. Un fantôme parfait et invisible. La critique de cette femme peut faire ou défaire notre candidature à l'étoile Michelin. Tu me comprends? Tout doit être parfait. » Amélie hocha la tête, son expression indéchiffrable. « J'ai compris, Marc. Parfait. » Elle lissa le devant de son simple tablier blanc impeccable, un uniforme qu'elle avait conçu elle-même pour son élégante fonctionnalité. Elle avait passé 2 ans de sa vie à créer Céleste de A à Z. Pas seulement le menu, mais l'éclairage, l'acoustique, l'atmosphère même du lieu. Son mari Gaspard avait financé son rêve, lui donnant carte blanche, mais depuis son ouverture 6 mois plus tôt, elle ressentait une déconnexion. Les critiques étaient bonnes, mais l'âme manquait. Alors Amélie Lebrun, la véritable créatrice de Céleste, était devenue Amélie, la nouvelle serveuse. Elle était là pour trouver les fissures dans ses propres fondations. Ce soir, il semblait qu'une fissure était sur le point de la trouver. Elle prit 2 menus reliés en cuir et une bouteille fraîche de l'eau pétillante que Sophie exigeait, de la Badois, pas la San Pellegrino standard, et se dirigea vers la table 12, la meilleure vue de l'établissement, surplombant le paysage de diamants étincelants de Paris. Elle sentit les yeux de tout le restaurant dans son dos. Elle sentit le regard désespéré de Marc. Elle s'approcha de la table où Sophie Valois était assise, drapée dans un manteau Chanel rouge sang, ses cheveux argentés tirés en un chignon sévère. Elle faisait défiler son téléphone, son compagnon, un homme à l'air nerveux dans un costume Brioni, fixant son assiette à pain vide. « Bonsoir, Madame Valois », commença Amélie, sa voix calme et basse. Sophie ne leva pas les yeux. Elle leva simplement un doigt parfaitement manucuré, un ordre silencieux d'attendre. Amélie attendit. Elle resta parfaitement immobile pendant 45 secondes. L'homme en face de Sophie se tortilla, mais la posture d'Amélie ne vacilla pas. Finalement, avec un soupir exaspéré, Sophie verrouilla son téléphone et le posa sur la table.
Elle détacha ses yeux de l'écran et les fixa sur Amélie. Ce n'était pas un regard. C'était une évaluation, une expertise de bétail. Ses yeux parcoururent Amélie, de ses chaussures raisonnables à ses cheveux simples et tirés en arrière. Une expression de profonde déception, à la limite du dégoût, s'installa sur ses traits. « Et vous êtes » demanda Sophie, sa voix comme de la vodka glacée. « Je m'appelle Amélie, madame. Je serai votre serveuse ce soir. » Sophie laissa échapper un petit rire amer. « Vous essaierez. » Elle fit un geste dédaigneux de la main. « De l'eau. » Et ne la renversez pas, la soirée avait commencé. Les 30 premières minutes furent une masterclass de guerre psychologique, avec Sophie Valois comme générale en chef. Amélie, adhérant au protocole « fantôme » de Marc, était un modèle d'efficacité silencieuse. Elle versa l'eau badois sans qu'une seule goutte ne touche la table. « Elle n'est pas assez froide », lança Sophie sans même y goûter. « Vous l'avez versée de la bouteille, mais elle est restée là. Je peux voir l'absence de condensation. Emportez-la. Apportez-moi une nouvelle bouteille, et cette fois, apportez la glace dans un seau séparé. Avez-vous des pinces en argent, ou vous servez-vous de vos mains en cuisine ? » « Bien sûr, madame. »« Des pinces en argent, » répondit Amélie, le visage impassible. Elle alla chercher les articles. L'homme, un conseiller municipal nommé Pierre Dubois, la regarda partir, le visage empourpré de gêne. « Sophie, vraiment, ça va, » murmura-t-il. « Pierre, mon cher, si l'on accepte la médiocrité dans la température de l'eau, on l'accepte dans la gouvernance, dans l'art et dans la vie. Les standards, Pierre, voilà ce qui nous sépare d'eux. » Elle fit un geste vague en direction du personnel. Quand Amélie revint, elle posa le seau, la nouvelle bouteille et les pinces. Elle ouvrit la bouteille et en versa une petite quantité. « Mauvais verre », soupira Sophie en tapotant le cristal. « Ceci est pour l'eau plate. Les bulles d'une eau pétillante nécessitent une flûte plus étroite pour préserver la carbonatation. Personne ne vous forme donc ?» Amélie marqua une pause. « Mes excuses, madame. Le verre Ridel Extrême est notre standard pour tout le service de l'eau, car sa forme en diamant est conçue pour améliorer. » « Arrêtez » l'interrompit Sophie en levant la main. « Ne me faites pas la leçon sur l'œnologie. J'ai oublié plus de choses sur la verrerie que vous n'en saurez jamais. Vous êtes une serveuse. Votre travail est d'aller chercher. Allez me chercher le verre adéquat. » Amélie regarda Marc, qui faisait semblant d'ajuster un arrangement floral à 3 mètres de là. Il fit un minuscule geste frénétique signifiant « fais-le ». « Bien sûr, madame, » dit Amélie. Elle revint avec une flûte à champagne. Sophie ricana, mais lui permit de verser. « Maintenant, le menu. Je suppose que vous pouvez au moins me le lire. » Pierre se plaint de la taille de la police. « Je vois très bien, Sophie, » marmonna Pierre. « Sottise. » Elle tapota le menu. Les entrées. Qu'est-ce que c'est que ça? Bouillabaisse déstructurée. Amélie, la créatrice du plat, le décrivit parfaitement. C'est un bouillon de fenouil infusé au safran versé à table sur des éléments pochés de homard, de coquilles Saint-Jacques et de Vivano, avec une tuile à la rouille. Versé à table. Quelle théâtralité, traîna Sophie. Et salissant, je suppose. Non, je prendrai le caviar au siètre, le grade impérial, pas la piquette que vous servez aux touristes. Et je le veux avec des blinis, pas ces chips de pommes de terre que vous appelez gaufrettes. Et la crème fraîche a intérêt à être fouettée à la main. Si je sens des stabilisateurs, je le renverrai. Excellent choix, madame, dit Amélie en prenant note. Et pour vous, monsieur le conseiller Dubois. Pierre, clairement misérable, pointa simplement du doigt. Le Carpaccio de Saint-Jacques, s'il vous plaît. Et le vin, continua Sophie, je prendrai une bouteille du domaine de la Romanée Conti, la Tache 2014. Et si vous m'envoyez un sommelier, je saurai que vous venez de le chercher sur Google. Vous irez chercher la bouteille vous-même et la présenterez. Le masque de calme professionnel d'Amélie faillit glisser. Le Latache, une bouteille de vin à 15 000 €. Un vin si rare que Céleste n'en avait que 2 dans sa cave. C'était un vin que Gaspard avait acquis pour leur anniversaire. Un instant, madame, dit Amélie. Elle se dirigea vers le poste de sommellerie où Clara, la capitaine de rang, polissait des verres. Elle demande le Latache 2014, dit Amélie à voix basse. Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Tu plaisantes. Marc le garde souclé physiquement. Seul Gaspard ou, eh bien, vous, êtes censé autoriser ça. Je sais, dit Amélie, mais elle nous teste. Elle me teste. Elle veut me voir échouer. Laisse Marc s'en occuper, insista Clara. Non. Si je vais voir Marc,
elle y verra une faiblesse. Elle dira que je suis incompétente. Amélie regarda vers la boîte à clés de la cave, que Marc gardait comme un dragon. Clara, tu connais le code de dérogation de la serrure numérique, n'est-ce pas? Clara hésita. Amélie, si je te le donne et que Marc le découvre, je suis virée. Il dira que je l'ai court-circuité. Et si Madame Valois n'a pas son vin, dit Amélie, sa voix baissant, elle écrira une critique qui non seulement nous coûtera l'étoile Michelin, mais qui nous coûtera à tous nos emplois quand le restaurant fermera. Elle n'est pas ici pour nous critiquer, Clara. Elle est ici pour nous tuer. Clara la dévisagea, stupéfaite par cette soudaine intensité. Mais qui es-tu? Quelqu'un qui connaît ce vin. S'il te plaît, le code. Après une seconde tendue, Clara le murmura. 1848, l'anniversaire de Gaspard. Amélie hocha la tête. Merci. Elle passa devant un Marc frénétique qui redressait maintenant des couverts sur une table vide. Amélie, où allez-vous? À la cave, pour récupérer le vin de Madame Valois, Marc. Vous n'êtes pas autorisé dans la cave des grands crus. Je vais m'en occuper. Avec tout le respect que je vous dois, Marc, dit Amélie sans ralentir, on a besoin de vous en salle. Madame Valois m'a demandé de le chercher. Vous envoyer serait un échec. Elle disparut dans le couloir de la cave, laissant Marc bouche bée, son autorité complètement bafouée. Il était à la fois furieux et étrangement terrifié. La nouvelle serveuse n'était pas seulement insubordonnée. Elle avait raison. Amélie revint quelques instants plus tard, la magnifique bouteille reposant dans un berceau de présentation. Elle la présenta à Sophie. Sophie inspecta l'étiquette, les yeux plissés. Elle était visiblement agacée qu'Amélie ait réussi. Bien, ouvrez-la et décantez-la, mais en double décantation. Je veux qu'elle respire dans 10 minutes. Amélie exécuta le rituel complexe, ouvrant la bouteille, la décantant dans une carafe en cristal, puis rinçant la bouteille d'origine avec du vin, et reversant le vin décanté dedans avec la précision d'un chirurgien. C'était une performance impeccable. Elle versa un fond pour que Sophie goûte. La critique fit tourner le liquide rubis profond, inhala son bouquet de violettes et de cerises noires, et finalement prit une gorgée, les yeux fermés. Pendant une seule seconde, son masque de cruauté tomba, remplacé par quelque chose qui ressemblait à un plaisir sincère. Dit-elle en ouvrant les yeux. Le masque était de retour. C'est acceptable. À peine. Vous pouvez le laisser. Amélie hocha la tête et recula, se retirant dans l'ombre du poste de service. C'est un monstre, murmura Clara en venant se tenir à côté d'elle. Mais ça, c'était le meilleur service de vin que j'ai jamais vu. Où as-tu appris à faire ça? Je lis beaucoup, dit simplement Amélie. Les entrées arrivèrent. Le carpaccio de Pierre Dubois était, de l'avis de tous, parfait. Il le mangea avec reconnaissance. Puis Amélie plaça le caviar au siètre impérial devant Sophie. C'était une boîte de 100 grammes servie sur un plateau de nacre avec de la glace pilée, accompagnée de 8 parfaits blinis chauds et d'une cuillère en nacre. Sophie le fixa. Elle ne bougea pas. Y a-t-il un problème, madame? Demanda Amélie. Les blinis, dit Sophie, sa voix dangereusement calme. Ils sont chauds. Oui, madame. Ils sont faits frais à la commande. Je ne les aime pas chauds. Cela perturbe la température des œufs. C'est une erreur d'amateur, une erreur dégoûtante. Je peux les faire apporter à température ambiante, si vous préférez. Et attendre encore 10 minutes pendant que le caviar s'oxyde? Vous l'avez gâché. Vous avez gâché 900 € de caviar parce que vous étiez trop stupide pour demander. Le conseiller Dubois intervint. Sophie, c'est complètement injuste. Elle ne fait que son travail. Ce n'est pas grave. Pierre, vous êtes un invité à ma table. Ne me dites pas ce qui est grave ou non, lança-t-elle. Puis elle tourna son regard glacial vers Amélie. Emportez-le. Je n'en veux pas, comme vous le souhaitez, madame, dit Amélie. Elle tendit la main vers le plateau. Et c'est là que la main de Sophie jaillit. Ce n'était pas pour l'arrêter. C'était pour agir. Dans un geste de pur mépris calculé, Sophie Valois donna un revers de la main au plateau de nacre. Ce n'était pas une poussée. C'était un coup de poignet. Mais c'était suffisant. Le plateau, la glace, les blinis et la totalité des 100 grammes de caviar noir scintillant basculèrent dans les airs. Le temps ralentit. Tout le restaurant regarda le caviar, valant plus que le salaire hebdomadaire d'Amélie, décrire une arche gracieuse et atterrir avec un bruit sourd et humide en plein centre de la poitrine d'Amélie. Le plateau en étain tomba sur le sol avec un cliquetis. La cuillère en nacre rebondit. Silence. Un silence absolu, profond, assourdissant. Amélie resta figée, une parodie grotesque de corsage.
Des perles noires d'œufs de poisson et des touches de crème fraîche blanche dégoulinaient sur le devant de son uniforme blanc. Sophie Valois la regarda, un petit sourire triomphant jouant sur ses lèvres. Elle se pencha en arrière sur sa chaise. « Ordure !» siffla Sophie assez fort pour que les tables voisines l'entendent, en train de sortir les poubelles. « Ôtez-moi ce gâchis de ma vue et envoyez-moi un vrai serveur. » Le silence à Céleste s'étira pendant 10 secondes angoissantes. C'était le genre de silence qui semble physique, pressant sur les tympans. Les convives des autres tables, des gestionnaires de fonds spéculatifs, des producteurs de Broadway, une actrice célèbre, étaient figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche. Le tintement des couverts, le murmure des conversations, le jazz doux des haut-parleurs, tout avait disparu. Amélie ne bougea pas. Elle ne haleta pas. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement là, une effigie de l'humiliation, le caviar froid et saumâtre commençant à imbiber sa chemise, la glace fondant et s'égouttant sur le sol. Le conseiller Pierre Dubois était rouge pivoine. « Sophie, mon Dieu, c'est une agression. Vous ne pouvez pas faire ça. »« Oh, Pierre, ne soyez pas si dramatique, » renifla délicatement Sophie, enlevant un fil imaginaire de sa manche. « C'était un accident. Ma main a glissé. D'ailleurs, cette fille a ruiné le plat. À quoi s'attendait-elle? Un pourboire ?» Marc, le directeur, sortit enfin de sa paralysie. Il ne courut pas vers Amélie. Il courut vers Sophie. « Madame Valois, tout va bien? Je suis tellement désolé pour ce dérangement. C'est inacceptable. » Il balbutiait, les yeux écarquillés de panique. « C'est inacceptable, Marc, » acquiesça Sophie, sa voix comme de l'acier. « Votre service est une honte. Cette créature, elle est incompétente. Je veux qu'elle soit renvoyée. Maintenant, devant moi. » Marc se tourna vers Amélie. Son visage était un masque de pure terreur. Il voyait sa carrière, la réputation de son restaurant, son étoile Michelin, tout s'évaporer. Et il projeta cette terreur sur la cible la plus facile. « Amélie !» hurla-t-il, sa voix se brisant. « Qu'est-ce que vous avez fait? Regardez ça. Vous, sortez. Sortez de ma salle à manger. Allez. Vous êtes viré. » Il pointa un doigt tremblant vers la sortie de service. Clara, du poste de sommellerie, commença à s'avancer. « Marc, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous aussi, Clara. » Rugit Marc en se tournant vers elle. « Vous êtes censée être responsable. C'est votre faute. Dehors toutes les deux. » Tout le personnel était figé. Marc était en pleine crise de nerfs, immolant sa propre équipe pour apaiser une tyran. Amélie bougea enfin. Elle baissa les yeux sur la tache à 900 € sur sa poitrine. Puis elle leva les yeux, au-delà du Marc bredouillant, au-delà du Pierre Dubois mortifié, et croisa le regard de Sophie Valois. Sophie soutint son regard, son expression étant celle d'une victoire suffisante et reptilienne. « J'ai gagné, tu as perdu. » Le visage d'Amélie resta calme, mais une nouvelle lumière froide était entrée dans ses yeux. Elle n'accusa pas réception du licenciement de Marc. Elle n'éclata pas en sanglots. Elle plongea simplement la main dans la poche de son tablier, au-delà du caviar, et lentement, délibérément, en sortit son téléphone portable personnel. « Qu'est-ce que vous faites ?» bafouilla Marc. « Vous êtes sourde? J'ai dit que vous étiez viré. Donnez-moi ça. Vous ne pouvez pas être au téléphone, sur le... » Il tendit la main vers l'appareil, mais Amélie recula d'un pas, protégeant le téléphone avec son corps. Elle le déverrouilla et ouvrit ses messages. Toute la salle la regardait. Elle n'appelait pas la police, ce que le conseiller Dubois espérait. Elle envoyait juste un texto. Ses doigts bougeaient rapidement. Un seul message court à un seul contact, Gaspard. Le message ne contenait que 3 mots. Code rouge céleste. Elle appuya sur envoyer. Puis elle glissa le téléphone dans la poche de son tablier. « Marc, » dit-elle, sa voix incroyablement stable. « Vous n'avez pas l'autorité pour me renvoyer. » La mâchoire de Marc tomba, face à un culot aussi pur et sans mélange. « Je suis le directeur de salle. J'appelle la sécurité. » Beugla-t-il en direction du vestibule, bien qu'il sût que l'équipe de sécurité était en bas. « Non, Marc, vous ne le ferez pas, » répéta Amélie. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller me nettoyer. »« Vous n'êtes pas excusé, » lança Sophie. « Vous resterez là jusqu'à ce que la sécurité vous jette dehors. »« Sale petite. »« Ça suffit, » dit Amélie. L'autorité dans sa voix était si tranchante, si soudaine, si totalement en contradiction avec le personnage d'Amélie que Sophie tressaillit. Amélie tourna le dos à la table. Elle ignora Marc, qui criait toujours après la sécurité. Elle se mit à marcher, pas à courir,
vers les vestiaires du personnel. Toute la salle à manger la regarda partir. Cette petite femme couverte de caviar, dégageant une aura de calme terrifiant. « Eh bien » souffla Sophie, essayant de reprendre le contrôle de la salle. « Bon débarras. Maintenant, Marc, je crois que mon repas a été gâché. Vous allez tout offrir, bien sûr, et vous allez trouver quelqu'un qui peut réellement ouvrir ce vin. » Marc, haletant, essaya de se ressaisir. « Oui, Madame Valois. »« Bien sûr, Madame Valois. » Immédiatement. « Monsieur le conseiller, du pain frais? De l'eau ?» Pierre Dubois repoussa sa chaise. « J'ai perdu l'appétit, Sophie. C'était la chose la plus dégoûtante que j'ai jamais vue. »« Oh, asseyez-vous, Pierre. Ne soyez pas un enfant. Ce n'est qu'une serveuse. »« Non, dit-il en jetant sa serviette sur la table. Ce n'est pas ça. Je pars. Et franchement, nos discussions sur le zonage de votre projet sont terminées. Je ne peux pas être associé à cela. » Le visage de Sophie, pour la première fois, enregistra un véritable choc. « Pierre, ne soyez pas absurde. Vous ne pouvez pas être sérieux. Nous parlons de mon bistrot. Je suis parfaitement sérieux. Bonne nuit, Sophie. J'espère que vous êtes fière de vous. » Il se tourna et sortit rapidement du restaurant, laissant Sophie Valois seule à table, sa victoire ayant soudain un goût de cendre. Elle regarda son dos s'éloigner, son esprit s'emballant. C'était mauvais. Ce n'était pas ainsi que la soirée devait se dérouler. Pendant ce temps, dans le vestiaire, Amélie enlevait son uniforme souillé. Elle tremblait, non pas de peur, mais d'une rage profonde et intense. Elle avait voulu trouver les fissures de son restaurant. Elle avait trouvé un canyon, la lâcheté de Marc, la peur du personnel et la cruauté de Sophie. Elle enfila un simple pull noir et un pantalon qu'elle gardait dans son casier. Elle se lava le visage et les mains, frottant les œufs collants et salés de sa peau. Elle regarda son téléphone. Pas de réponse de Gaspard. Il était probablement en réunion du conseil d'administration, mais il aurait reçu le code rouge. C'était leur alerte de plus haut niveau. Il serait là. Elle ressortit, non pas vers la salle à manger, mais vers le poste de service où une Clara horrifiée l'attendait. « Amélie. Mon Dieu, Marc est fou. Il ne peut pas nous renvoyer, n'est-ce pas? »« Il ne peut pas te renvoyer, » dit Amélie, la voix dure. « Mais il vient de mettre fin à sa propre carrière. Reste ici, Clara. N'interagis pas avec la table 12. Surveille juste l'entrée principale. Que va-t-il se passer? » Amélie regarda à travers la salle à manger. Sophie était maintenant sur son téléphone, tapant furieusement, une grimace sur le visage. Marc planait près d'elle, lui offrant une coupe de champagne gratuite, qu'elle ignorait. « Ce qui va se passer, » dit Amélie, « c'est que le propriétaire est sur le point d'arriver, et il n'est pas de bonne humeur. » Les 10 minutes qui suivirent furent les plus longues de l'histoire de Céleste. L'énergie de la salle à manger était brisée. Les clients qui restaient chuchotaient, jetant des regards nerveux vers la table 12, où Sophie Valois était assise seule, une statue de pur venin. Elle avait refusé l'offre de champagne de Marc, exigeant à la place que le reste de la bouteille de la tâche à 15 000 € soit emballé pour qu'elle l'emporte chez elle en compensation de sa détresse. Marc, désespéré de refermer cette boîte de Pandore, avait accepté. Il supervisait personnellement l'emballage du vin, ses mains tremblant si fort qu'il faillit le laisser tomber. Clara et les autres serveurs se blottirent près du système de caisse, un petit nœud d'employés terrifiés. « Elle reste juste là », murmura l'un d'eux, désignant Amélie, qui avait pris position près du vestibule, les bras croisés, observant la porte d'entrée. Elle est étrangement calme. « Marc l'a virée, » dit un autre. « Pourquoi ne part-elle pas ?»« Je ne pense pas que Marc puisse la virer, » dit Clara, son esprit revoyant le service de vin parfait d'Amélie, son autorité soudaine. 1848, l'anniversaire de Gaspard. Elle connaissait l'anniversaire du propriétaire. Une prise de conscience naissante et impossible commença à se répandre parmi eux. Les lourdes portes principales insonorisées du restaurant étaient conçues pour s'ouvrir lentement afin de préserver l'atmosphère sereine, mais maintenant elles furent projetées avec une force qui les fit claquer contre les murs de marbre. Ce n'était pas Gaspard. C'étaient deux hommes, tous deux bâtis comme des joueurs de rugby, vêtus de costumes noirs identiques et parfaitement taillés, avec des oreillettes. Ils ne s'adressèrent pas au maître d'hôtel. Ils entrèrent simplement, balayèrent la pièce du regard et se positionnèrent de chaque côté de l'entrée comme des sentinelles. Le maître d'hôtel, un homme nommé François, balbutia « Messieurs, avez-vous une réservation ?» L'un des hommes le regarda. Il ne s'y a même pas, il monte. Un nouveau type de silence profond s'installa. Ce n'était pas le silence du choc. C'était le silence de l'attente. Sophie Valois leva les yeux,
agacé par ce nouveau dérangement. Marc se figea, la bouteille de vin serrée dans ses mains. Et puis l'ascenseur privé sonna. Ce n'était pas l'ascenseur des clients. C'était l'ascenseur qui allait directement du garage souterrain au 70e étage. Celui qui nécessitait le badge personnel de Gaspard Lebrun. Les portes en acier brossé s'ouvrirent. Gaspard Lebrun en sortit. C'était un homme qui commandait la gravité. Grand, au début de la quarantaine, avec des cheveux sombres montrant des traces d'argent aux tempes, il était vêtu d'un costume Tom Ford gris foncé, sans cravate. Sa présence était si absolue qu'elle semblait aspirer l'air de la pièce. Son visage, habituellement connu sur les couvertures de Forbes pour son sourire charismatique, était totalement dépourvu d'émotion. C'était un vide froid et terrifiant. Il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme mince, à l'air sévère, dans un costume à rayures, tenant une mallette en cuir. Maître Leclerc, le conseil juridique personnel de Lebrun. Marc cessa de respirer. Il sentit ses genoux faiblir. Monsieur Lebrun. Monsieur, nous ne savions pas que vous. Nous ne vous attendions pas. Les yeux de Gaspard, d'un bleu perçant, balayèrent la pièce. Ils passèrent sur le personnel recroquevillé. Ils passèrent sur les convives bouche bée. Ils passèrent sur Marc. Ils se posèrent sur Sophie Valois, qui regardait maintenant, la bouche légèrement ouverte. Et puis ses yeux trouvèrent Amélie, debout près du vestibule dans son pull noir et son pantalon. Tout son comportement changea. Le vide froid dans ses yeux fut instantanément remplacé par un éclair de fureur protectrice incandescente. Il ne marcha pas. Il avança à grandes enjambées. Il traversa toute l'étendue de la salle à manger en 10 longues foulées. Il ignora Marc qui balbutiait « Monsieur, il y a eu un petit incident, mais tout est sous contrôle. » Il ignora Sophie Valois, qui, voyant le puissant magnate des affaires Gaspard Lebrun, avait soudainement plaqué son plus. Brillant sourire de sycophante. Gaspard. Roucoula-t-elle en se levant et en lissant son manteau Chanel. Gaspard, mon cher, Dieu merci vous êtes là. Je disais justement au pauvre Pierre. Il a dû partir, tellement affligé, que cet endroit a besoin d'une main ferme. Votre personnel, c'est un cauchemar. Gaspard Lebrun passa juste devant elle comme si elle était un meuble. Il ne ralentit pas jusqu'à ce qu'il se tienne directement devant Amélie. Il posa ses mains sur ses épaules, son regard la scrutant, vérifiant s'il y avait des bleus, des blessures. Sa voix, quand il parla, n'était pas le tonnerre public d'un PDG. C'était un grondement bas et privé, destiné uniquement à elle. « Es-tu blessé ?» Amélie secoua la tête. « Non, juste en colère et déçue. »« Qui ?» demanda-t-il. Un seul mot. Amélie n'eut pas besoin de répondre. Elle tourna simplement la tête lentement, son regard se déplaçant vers la table 12. Gaspard ferma les yeux une seule brève seconde, comme pour se recentrer. Il enleva sa veste de costume à 20 000 €, retourna Amélie et la lui drapa sur les épaules. Elle pendait sur elle comme une cape. Puis il se tourna. Il se tourna et fit face à la salle. Il fit face à son directeur. Il fit face à son personnel. Et il fit face à Sophie Valois. Sophie ne souriait plus. Son visage était un masque de confusion. Pourquoi le grand Gaspard Lebrun drapait-il sa veste sur une serveuse renvoyée? Gaspard, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Demanda Sophie, un tremblement d'incertitude dans la voix. C'est cette fille. C'est celle qui a gâché mon repas. Elle était totalement incompétente. Je l'ai fait renvoyer. Gaspard la regarda. Il la regarda vraiment, comme s'il la voyait pour la première fois. Vous l'avez fait renvoyer? Répéta-t-il. Sa voix était calme, mais elle portait dans toute la pièce. Oui, et Dieu merci, elle. Les mots de Sophie s'éteignirent alors que Gaspard faisait un pas vers elle. Maître Leclerc, l'avocat, s'avança également, ouvrant sa mallette. Marc, dit Gaspard, les yeux toujours rivés sur Sophie. Oui, monsieur Lebrun, murmura Marc, tremblant. Avez-vous renvoyé cette femme? Monsieur, il y a eu un incident. Elle a contrarié Madame Valois. Le caviar, c'était un désastre. Je protégeais la réputation du restaurant. Vous l'avez renvoyée, déclara Gaspard. Ce n'était pas une question. Oui, monsieur. Mais je ne savais pas qu'elle vous connaissait. Gaspard laissa échapper un son. C'était presque un rire, mais il n'y avait aucun humour. C'était un son froid et aigu d'incrédulité. Elle me connaît, songea Gaspard. Il s'éloigna d'Amélie et se dirigea vers le centre de la pièce. Il s'adressa à toute la salle à manger, sa voix maintenant claire et forte. Mesdames et messieurs, mes excuses pour l'interruption. Je m'appelle Gaspard Lebrun.
Je suis le propriétaire de Céleste. Il marqua une pause, laissant le poids de son titre s'installer. Il semble y avoir un grave malentendu, et je trouve que les malentendus sont mauvais pour les affaires. Alors, permettez-moi d'être parfaitement, absolument clair. Il se tourna de nouveau vers Sophie, qui le regardait avec un sentiment de terreur grandissant. Madame Valois, vous n'avez pas fait renvoyer une serveuse. Vous avez agressé une femme, et ce faisant, vous avez commis la pire erreur professionnelle de votre vie. Sophie pâlit. Agressé? C'est une accusation calomnieuse. C'était un accident. Elle était incompétente. Incompétente, dit Gaspard, sa voix s'élevant. Incompétente? Vraiment? Mesdames et messieurs, vous me connaissez comme l'homme qui a financé ce restaurant, mais je ne suis pas la personne qui l'a créé. Je ne suis que l'argent. Je ne connais rien à la nourriture. Je ne fais que signer les chèques. Il retourna vers Amélie, qui le regardait, les bras croisés à l'intérieur de sa veste. Il posa sa main dans son dos et la guida doucement vers l'avant, au centre de la pièce, sous la lumière. Permettez-moi de vous présenter le vrai talent, l'architecte de tout cet établissement. La visionnaire formée au cordon bleu qui a conçu chaque plat que vous mangez ce soir. La créatrice du concept Céleste, du menu aux uniformes en passant par la musique. Il passa son bras autour de sa taille, la tirant à ses côtés. Voici Amélie Elbrun, mon épouse et la propriétaire exécutive de cet établissement. Le halètement collectif fut si aigu qu'il s'apparenta presque à un cri. Si l'arrivée de Gaspard Lebrun avait arrêté le temps, son annonce l'avait brisé en 1 million de morceaux. Le visage de chaque membre du personnel était une étude de choc pur. Les mains de Clara volèrent à sa bouche, ses yeux écarquillés. 1848. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Les autres serveurs semblaient avoir été frappés par la foudre. Marc, le directeur, émit un petit son d'étouffement. Son visage était passé de pâle à un blanc verdâtre maladif. La bouteille de la tâche à 15 000 € glissa de ses doigts inertes et se brisa sur le sol en marbre, une flaque de rouge sombre s'étalant comme du sang. C'était la ponctuation tragique parfaite du moment. Personne ne regarda même la flaque. Tous les yeux étaient sur Sophie Valois. Le visage de Sophie était un spectacle d'horreur d'émotion, confusion, incrédulité et une terreur catastrophique naissante. Son cerveau essayait visiblement, et échouait, à calculer la nouvelle réalité. La serveuse sale, la fille incompétente était Amélie Elbrun, l'épouse de Gaspard Lebrun, la femme qui avait été un fantôme dans les pages mondaines pendant des années, la mystérieuse AHL créditée dans les critiques d'architecture. Non, murmura Sophie. C'était un déni, une supplication. Non, ce n'est pas possible. Elle est une. Une quoi, Sophie? Demanda Amélie, sa voix claire et froide, coupant le silence. Elle s'avança, sortant de sous le bras de Gaspard. Elle n'était plus Amélie la serveuse. Elle était Amélie la patronne, et elle était aux commandes. Une serveuse? Continua Amélie. Oui, je l'étais. J'étais une serveuse, tout comme j'ai été commis de cuisine, hôtesse et sommelière. Ça s'appelle patron incognito, Sophie. Ou dans mon cas, propriétaire incognito. Je suis venu ici pour découvrir ce qui n'allait pas dans mon restaurant, et ce soir, vous et Marc, vous me l'avez montré. Gaspard regardait sa femme, un air d'immense fierté sur son visage. Amélie tourna son attention vers Marc, qui fixait le vin renversé, ses mains tremblant violemment. Marc, vous m'avez crié dessus. Vous m'avez traité d'incompétente. Et puis vous m'avez renvoyé et vous avez essayé de renvoyer Clara, votre meilleure capitaine, pour l'apaiser. Madame Lebrun, je vous en supplie. Je ne savais pas. J'étais sous une telle pression. L'étoile Michelin, elle vous a intimidé, dit Amélie. Et vous l'avez laissé faire. Vous avez jeté votre propre personnel au loup. Vous avez laissé un client agresser une employée, et votre premier instinct a été de vous excuser auprès de l'agresseur. Vous n'avez aucune loyauté, Marc. Vous n'avez aucune colonne vertébrale. Et à partir de cet instant, vous n'êtes plus le directeur de salle de Céleste. Non, s'il vous plaît. Marc s'effondra. J'ai une famille, un crédit immobilier. S'il vous plaît, Madame Lebrun. Amélie. Vous auriez dû y penser avant, dit Gaspard, la voix plate. Maître Leclerc. L'avocat s'avança, ouvrit sa mallette et produisit un unique dossier pré-préparé. Monsieur Gormand, voici votre accord de départ et un accord de non-divulgation. Votre comportement ce soir constitue une négligence grave et une mise en danger du personnel. L'indemnité est franchement généreuse. Signez-le et partez. Contestez-le et nous vous
poursuivront pour le coût du vin que vous venez de détruire. Marc, brisé, arracha le stylo à l'avocat et signa, sa signature un gribouillis frénétique. L'un des grands gardes de sécurité lui prit doucement le bras. « Par ici, monsieur. » Marc fut escorté, non pas par la salle à manger, mais par la sortie de service par laquelle il avait tenté de bannir Amélie. Le personnel le regarda partir, leur peur maintenant remplacée par un nouveau respect stupéfait pour la femme dans la veste de costume emprunté. Puis Amélie et Gaspard se tournèrent de nouveau vers Sophie. « Maintenant, » dit Gaspard, « à votre tour. » Sophie s'était affaissée dans sa chaise. Le combat avait disparu, remplacé par une terreur froide et moite. « Maître Leclerc, » dit Gaspard. L'avocat produisit le second dossier. « Madame Valois, voici une facture préliminaire. » Une facture, ricana Sophie, un dernier effort désespéré pour retrouver son ancienne arrogance. « Je suis une invitée. Vous avez offert mon repas. » « Le repas a été offert, » acquiesça Amélie. « Mais pas les dommages. » Maître Leclerc posa le papier sur la table devant elle. Cette facture inclut une bouteille de domaine de la Romanée Conti La Tâche 2014, évaluée à 15 200 €. Une boîte de caviar au siètre impérial, 900 €. Un uniforme de service sur mesure, 250 €. Les services de nettoyage professionnel pour le tapis en soie et laine de la table 12, estimés à 1800 €. Et bien sûr, la perte de revenus des 3 tables voisines qui sont parties à cause du dérangement, totalisant 2350 €. Il tapota un chiffre en bas. Le total dû immédiatement est de 20 500 €. Les yeux de Sophie faillirent sortir de leurs orbites. C'est de l'extorsion. C'est ridicule. Je ne paierai pas ça. Vous le ferez, dit simplement Gaspard, ou Maître Leclerc déposera une plainte civile pour dommages et voies de fait d'ici demain matin, et nous fournirons les enregistrements de sécurité en haute définition, qui je vous l'assure sont d'une clarté cristalline, aux Parisiens et au monde. À vous de choisir. Sophie regarda la facture. Elle regarda le visage froid de Gaspard. Elle regarda la posture inébranlable d'Amélie et elle sut qu'elle était vaincue, totalement. « Mais Pierre, » murmura-t-elle, « le conseiller, il est parti, mon projet de bistrot. »« Oh, ça, » dit Amélie, un lent et dangereux sourire s'étalant sur son visage. « Vous essayez d'obtenir un permis de construire pour votre nouvel endroit sur la rue du Faubourg Saint-Honoré, n'est-ce pas? Celui que vous prévoyiez d'utiliser pour nous concurrencer ?» Le sang de Sophie se glaça. « Comment saviez-vous ça? » « Je ne suis pas seulement une chef, Sophie. Je suis une femme d'affaires. Je fais mes recherches. » Amélie se pencha. Pierre Dubois est au conseil d'urbanisme de la ville. Mais il siège aussi au conseil d'administration de l'œuvre de charité pour enfants préférés de mon mari. Gaspard a reçu un texto de lui il y a environ 10 minutes, juste après son départ. Il y décrivait avec force détail votre comportement de ce soir. Il vous a qualifié de « passif vicieux ». Votre bistrot, Sophie, il est mort. Le permis est refusé. Avec effet immédiat. C'était le coup de grâce. Ce n'était pas seulement l'humiliation. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était son avenir. Sa réputation. Son projet rival tout entier, dans lequel elle avait investi des millions, était anéanti. Sophie Valois, le spectre du snobisme, se brisa enfin. Elle laissa échapper un sanglot sec et rauque. « Vous, espèce de garce !» murmura-t-elle. « Sortez là !» ordonna Gaspard. Les 2 gardes de sécurité s'approchèrent. « Madame Valois, par ici, s'il vous plaît. »« Je ne sors pas par la cuisine !» hurla-t-elle alors qu'il commençait à la guider fermement hors de sa chaise. « Non, » dit Amélie. « Vous avez raison. Vous ne sortirez pas par la cuisine. » Elle fit un signe de tête aux gardes. « Sortez-la par la grande porte. Je veux que tout le monde voie. » Les gardes soulevèrent corporellement Sophie, qui résistait et sanglotait, et la firent traverser toute la longueur de la salle à manger, passant devant tous les convives qui la filmaient maintenant ouvertement avec leur téléphone, et la firent sortir par les portes principales, ces cris de « Savez-vous qui je suis ?» résonnant jusqu'à ce que la porte claque. Le restaurant était de nouveau silencieux. Mais c'était un silence différent. C'était le silence d'une remise à zéro. La profonde respiration après que la fièvre est tombée. Gaspard Lebrun se tenait au centre de la pièce. Il regarda sa femme, son visage maculé de fatigue, mais ses yeux brillants de victoire, et il sourit. Un vrai sourire chaleureux. « Tu as été magnifique, » dit-il doucement. « Tu n'as pas été si mal non plus, » répondit-elle en lui rendant sa veste. « Bien que je pense que tu aies fait peur à Maître Leclerc. Il s'en remettra. » Gaspard se tourna vers le personnel qui était regroupé près du poste de service,
ressemblant à des survivants d'un naufrage. « Clara !» appela Amélie. Clara s'avança, les jambes tremblantes. « Oui, Madame Lebrun. »« D'abord, » dit Amélie. « C'est Amélie. S'il te plaît. Ensuite, à partir de maintenant, tu es la directrice de salle par intérim. » La mâchoire de Clara tomba. « Quoi? Moi? Mais je suis sommelière. »« Tu es une meneuse, » corrigea Amélie. « Tu as remis en question Marc. Tu m'as défendu même quand tu pensais que je n'étais qu'Amélie la serveuse. Tu as de l'intégrité. C'est ce que je recherche. On peut t'apprendre la gestion de la paix. On ne peut pas t'apprendre le courage. » Elle sourit. « Ta première tâche? Offrir le repas à toute la salle. Le dîner de tout le monde est offert par la maison ce soir, pour le dîner-spectacle. » Quelques convives rirent, une libération de la tension. Une table commença à applaudir. « Léo, » dit Amélie en désignant le barman. « Commence à servir. Les meilleures bouteilles, c'est la maison qui régale. » Au reste du personnel, elle dit « Tout le monde, je m'appelle Amélie Lebrun. Je sais que cette soirée a été intense. Je suis désolée d'avoir dû vous tromper, mais Céleste est mon rêve, et je devais le voir du terrain. J'ai vu des choses qui sont cassées, et nous allons les réparer. À partir de demain, tout notre modèle de service change. Nous n'opérerons plus dans la peur. Nous opérerons dans la fierté. Nous ne permettrons jamais à un client d'abuser un membre de notre équipe. Pas pour une étoile Michelin. Pas pour personne. C'est notre maison. Nous fixons les règles. » Elle s'approcha de la flaque de vin à 15 000 €. Elle y trempa son doigt, puis sourit sombrement. « Et que quelqu'un aille chercher une serpillière. C'est une tragédie. » Un rire nerveux ondula parmi le personnel. La peur avait disparu, remplacée par une nouvelle loyauté bourdonnante et puissante. Ils n'étaient plus seulement du personnel. Ils étaient l'équipe d'Amélie. Gaspard se dirigea vers le vestibule où son avocat rangeait sa mallette. « Bon travail, Leclerc, » dit Gaspard. « Monsieur Lebrun, » dit Leclerc, le visage toujours sévère. « Une question. »« Oui. »« Le texto, Code Rouge. »« Est-ce que je faisais partie du plan Code Rouge ?» Gaspard lui frappa l'épaule. « Leclerc, vous êtes le plan Code Rouge. » Alors que le personnel commençait à nettoyer le désordre et que les convives commençaient à bourdonner avec l'histoire de leur vie, Amélie s'approcha de la grande baille vitrée, regardant les lumières de la ville. Gaspard vint se tenir à côté d'elle, passant son bras autour d'elle. « Alors, » dit-il, « j'en déduis que ta mission d'infiltration est terminée. » Amélie appuya sa tête sur son épaule. « Je pense bien. J'ai trouvé les fissures. Et tu les as réparées avec un marteau-piqueur. »« Parfois, » dit Amélie, « un marteau-piqueur est le seul outil qui fonctionne. » Elle regarda de nouveau la salle à manger. Clara dirigeait déjà le personnel avec une confiance retrouvée. L'atmosphère était plus légère, plus heureuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois. « Demain, » dit Amélie, « je redessine le menu. »« Oh » demanda Gaspard. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ? Il n'est pas assez audacieux. » Elle sourit. « Et je vais nommer un nouveau plat. »« Lequel ? » ?»« Le caviar à la Valois, » dit Amélie avec une lueur malicieuse dans l'œil. « Il est servi exactement comme elle l'aimait, jeté publiquement et à grands frais. » Gaspard rejeta la tête en arrière et rit, le son résonnant dans le restaurant qui était enfin et véritablement le sien. Le lendemain matin, à 9 h, tout était terminé. Sophie Valois n'était pas seulement une paria. Elle était un mème. Les vidéos, tournées sous une douzaine d'angles différents par les clients de haut vol, avaient inondé les réseaux sociaux avant même que Sophie n'atteigne le rez-de-chaussée. Le hashtag #CaviarGate était le sujet le plus discuté au monde. Le Parisien, dans son style subtil habituel, avait une photo pleine page de Sophie, la bouche ouverte dans un cri, se faisant traîner dehors par la sécurité. Le titre, Justice Céleste. Une critique snob expulsée après avoir lancé du caviar sur l'épouse du propriétaire milliardaire. L'article était brutal. Il contenait des citations du conseiller Dubois, une démonstration choquante et vile d'élitisme. Il y avait des citations anonymes d'autres convives. C'était comme regarder le méchant d'un film recevoir ce qu'il méritait. Et le plus accablant, il y avait une déclaration du nouveau contact presse de Céleste. Le Monde, le propre employeur de Sophie, fut contraint de publier un article. À 10 h, ils avaient publié une déclaration officielle. La chronique de Sophie Valois a été suspendue indéfiniment dans l'attente d'un examen interne. Ses actions, telles que rapportées, ne correspondent pas aux valeurs de cette institution. Sa carrière n'était pas seulement terminée. Elle était incinérée.
Le spectre du snobisme s'était brisé. Mais la véritable histoire se déroulait à Céleste. Amélie arriva à 11 heures. Non pas en uniforme, mais dans un tailleur-pantalon de créateur impeccable. Elle entra par la porte principale. Tout le personnel, cuisine, serveur, hôtesse, plongeur, était rassemblé dans la salle à manger. Quand elle entra, ils ne parlèrent pas. Ils se mirent simplement à applaudir. Les applaudissements furent tonitruants, une démonstration de gratitude sincère et chaleureuse. Amélie était visiblement émue. « D'accord, d'accord, » dit-elle en riant. « Merci. Mais le plus dur commence maintenant. » Clara, rapport de situation. Clara, qui semblait ne pas avoir dormi, mais fonctionnait à l'adrénaline pure, leva une tablette. « Amélie, » dit-elle, sa voix bourdonnante, « c'est de la folie. Notre ligne de réservation a 20 000 nouvelles demandes. Le système a planté. Les gens appellent, offrant 5 000 € pour une table. N'importe quelle table. Ils ne réservent pas seulement pour la nourriture. Ils réservent pour vous. Ils appellent ça la fosse aux lions. Ils veulent tous s'asseoir à la table 12. Bien, dit Amélie. Alors nous allons leur donner un spectacle. Premier point à l'ordre du jour. Le remplacement de Marc. Clara, le poste de directrice de salle est à toi de façon permanente, si tu le veux. Les yeux de Clara s'emplirent de larmes. Oui, absolument. Oui, merci. Deuxièmement, tout le personnel de service recevra désormais une prime de risque de 25%, effective depuis hier soir. Nous l'appellerons la clause Valois. Vous faites face à des clients abusifs, vous êtes payé pour ça. Le personnel applaudit. Troisièmement, le droit de refuser le service. Avec effet immédiat, tout membre du personnel qui est verbalement abusé, menacé ou rabaissé par un client a la pleine autorité de refuser le service. Sans poser de questions. La direction vous soutiendra. Je vous soutiendrai. Ce n'est pas un champ de bataille. C'est un restaurant. Nous sommes des professionnels, pas des punching balls. Ceci, plus que tout, suscita la réaction la plus émotive. L'idée d'être protégé par leur patron, plutôt que sacrifié, était révolutionnaire. Maintenant, dit Amélie, en cuisine. Nous avons un nouveau menu à écrire. Pendant les 8 heures suivantes, Amélie fut un tourbillon d'énergie créative. Elle déchira l'ancien menu prudent qu'elle avait créé pour plaire aux critiques. Plus rien de déstructuré, déclara-t-elle. Nous allons faire une cuisine audacieuse, une cuisine qui a du caractère. Elle travailla avec les commis de cuisine, goûtant les sauces, criant des encouragements, sa veste de chef sur le dos, les mains dans la farine. Elle n'était pas une propriétaire distante. Elle était un général menant depuis le front. À 18 heures, un nouveau menu fut imprimé, et tout en haut, sous les entrées, se trouvait le nouvel article, la Sophie, 2450 €, une boîte de 100 grammes de caviar assiette impériale. Nous l'apportons à votre table, l'ouvrons, puis vous et l'ensemble de votre groupe êtes poliment mais fermement priés de quitter les lieux. Tous les bénéfices sont reversés à la Fondation des travailleurs de la restauration. C'était audacieux. C'était mesquin. C'était brillant. Gaspard arriva alors qu'il se préparait pour le premier service. Il vit le nouvel article du menu et laissa échapper un rire franc et sonore. « Tu es une menace, Amélie Lebrun. »« Je suis une femme d'affaires, » corrigea-t-elle. « Et je viens de recevoir un appel du monde. Ils veulent que je sois leur nouvelle critique gastronomique principale. » Gaspard haussa un sourcil. « Tu vas accepter ?»« Bien sûr que non, » dit Amélie en ajustant le col de la veste du chef de cuisine. « Pourquoi voudrais-je critiquer le meilleur restaurant de Paris alors que je peux le diriger ?» Elle lui envoya un baiser et entra dans la cuisine, les portes battantes se refermant derrière elle, prête pour le coup de feu du dîner. L'histoire du caviar-guette est devenue une légende parisienne. Céleste n'a pas seulement obtenu son étoile Michelin, il en a obtenu 3. Il est devenu la réservation la plus difficile à obtenir sur Terre, non seulement pour sa nourriture, désormais louée comme rebelle et brillante, mais pour sa philosophie. Amélie Lebrun est devenue le visage d'un nouveau mouvement dans l'hôtellerie. Elle a fait l'objet de portraits dans Vogue et Time Magazine. Elle a créé une fondation pour les travailleurs de la restauration, finançant l'aide juridique et les services de santé mentale pour le personnel victime d'abus. La politique du droit de refuser le service a été adoptée par des centaines d'autres restaurants, changeant à jamais la dynamique du pouvoir dans l'industrie. L'entrée, la Sophie, est devenue une sensation virale. La première année, 6 milliardaires de la tech et gestionnaires de fonds spéculatifs différents l'ont commandé, payant joyeusement les 2450 € pour être cérémonieusement raccompagnés à la porte, le tout au nom de la charité.
Le restaurant a récolté plus de 120 000 € pour la Fondation des travailleurs grâce à ce seul article du menu. Et Sophie Valois, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle a perdu sa chronique, son statut social et son projet de bistrot. Elle a vendu son appartement de l'avenue Montaigne et a été vue pour la dernière fois, selon des rapports non confirmés, dans une compagnie aérienne à bas prix en partance pour une petite ville obscure de Suisse. Elle est devenue un fantôme. Un conte moral murmuré parmi l'élite. Faites attention sur qui vous renversez quelque chose. On ne sait jamais avec qui ils sont mariés. Le conseiller Pierre Dubois, s'étant rapidement allié au Lebrun, vit sa carrière politique monter en flèche, célébré comme un homme d'intégrité. Marc, le directeur licencié, a tenté de poursuivre pour licenciement abusif. L'équipe juridique de Gaspard a réglé l'affaire à l'amiable en lui envoyant une simple clé USB contenant l'enregistrement de sécurité de lui criant « Vous êtes viré » à Amélie. Il a abandonné les poursuites le jour même. Pour le premier anniversaire de l'incident, Céleste était fermée au public. Les seules personnes dans la salle à manger étaient les membres du personnel, qui se voyaient offrir un repas complet de 9 plats servis par Amélie et Gaspard eux-mêmes. Ils étaient assis à la table 12, la table la plus tristement célèbre de la ville. Gaspard leva une coupe de champagne. « À ma femme, dit-il, sa voix pleine d'amour. La chef, la propriétaire, la patronne, la femme qui a bâti un empire, et l'a fait en prouvant que la chose la plus précieuse dans ce restaurant n'est pas le vin ou le caviar, c'est le respect. » Le personnel, sa famille, se leva et applaudit. Amélie, non plus une serveuse infiltrée, mais la reine incontestée de la gastronomie parisienne, sourit. Le restaurant était parfait. Non pas parce qu'il était sans défaut, mais parce qu'il était fort. Et c'est ainsi que le monde de snobisme et de cruauté de Sophie s'est effondré. Tout ça parce qu'elle a sous-estimé la femme qui la servait. L'histoire d'Amélie Lebrun n'est pas seulement une question de karma. C'est un rappel puissant que les personnes que nous négligeons sont souvent celles qui détiennent tout le pouvoir. Elle montre que la vraie classe ne réside pas dans les vêtements que vous portez ou l'argent que vous possédez. Elle réside dans la façon dont vous traitez les gens, en particulier ceux que vous pensez sans importance.